D'abord, une question pour toi, Maëlle. On va se tutoyer. Tu as eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. On a longuement discuté sur ton parcours, sur ton ressenti. Tu dis que tu as eu beaucoup de colère à un moment donné, notamment au moment de la sortie de l'aide sociale à l'enfance. Et ma question, elle est, comment est-ce que toi tu te situes par rapport à ça? Comment est-ce que tu as réussi à refonder aussi cette colère? Pourquoi est-ce que tu es assez hostile, on va dire, au bashing de l'aide sociale à l'enfance? Et pourquoi surtout ça te semble délétère, ça te semble si important aussi de montrer ce qui va bien et comment voilà, ton regard il a évolué au fil du temps? Il y a 10 milliards de questions, mais je te laisse enchaîner. Merci Léo. Donc, je vais essayer en 7 minutes de répondre à toutes ces questions. Donc effectivement, moi j'ai été placée à l'âge de 3 ans et demi avec mon frère dans une MEX en Touraine, puis dans une seconde MEX, et ensuite nous avons été placés en famille d'accueil dans le Gers, alors que j'allais avoir 8 ans et jusqu'à ma majorité révolue, puisque nous avons, mon frère et moi, bénéficié d'un contrat jeune majeur. J'ai forcément vécu un parcours de souffrance qui est lié au traumatisme à l'origine du placement. On n'est pas placé pour rien à l'ASE, évidemment. Et puis j'ai ressenti aussi énormément de colère pendant tout mon parcours, lié à la séparation familiale, parce que lorsqu'on est un enfant, être séparé de ses parents, c'est une vraie souffrance, un puits de colère infini et aussi une source de culpabilité infinie. J'ai été en colère aussi du fait de la violence symbolique finalement de la prise en charge institutionnelle, parce que lorsqu'on est pris en charge par l'État, on est finalement dans un cadre avec des règles plutôt rigides qui nous rappellent au quotidien finalement que notre vie n'est pas tout à fait ordinaire alors qu'on préférerait qu'elle le soit. Et puis aussi, j'ai été très en colère du fait du regard des autres. Alors c'est peut-être très personnel, mais en tout cas quand on est placé dans un petit village de 200 habitants dans la campagne gersoise, voilà, porter le statut d'enfant de l'ASE au quotidien, c'est pas si facile. Néanmoins, j'ai eu la chance de m'inscrire assez tôt dans un parcours avec un accompagnement psychologique de qualité dans la durée. Et après mes études supérieures, j'ai rejoint un cabinet de conseil en politique publique médico-sociale, dans lequel j'ai été amenée à évaluer et à élaborer les schémas départementaux de la protection de l'enfance dans les départements. Donc voilà. Merci. Je tiens à dire que j'y suis arrivée un peu par hasard, puisqu'à la base, je montais un pôle international dans ce cabinet, donc j'avais plutôt un prisme ONG, développement, solidarité internationale. Mais j'ai adoré avoir cette possibilité d'aller dans les départements et de me confronter à une autre réalité, une réalité plus institutionnelle que ma propre histoire. Et évidemment, ça a accéléré très notablement mon travail de résilience. Et donc, j'ai appris aussi à faire la part des choses et surtout à faire la paix avec mon histoire. Et j'ai acquis la conviction que l'ASE avait finalement, après 20 ans de colère, de reproches, presque de haine parfois, j'ai vraiment acquis cette conviction que l'ASE avait été pour moi un bienfait et un vrai levier de réussite, et que si je n'avais pas été placée et protégée par l'État, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, et puis j'aime ma vie aujourd'hui, donc je suis forcément reconnaissante de cette prise en charge et de cette protection. Et donc à partir du moment où j'ai développé cette conviction, j'ai commencé à regarder ce qui se disait sur l'ASE dans les médias, chose que je ne faisais pas par le passé, sûrement inconsciemment. Et du coup, j'ai développé une vraie perplexité, puisque je ne me reconnaissais pas du tout en fait dans ce qui était diffusé à la télévision notamment. Et évidemment, si je ne nie pas qu'on est dans un dispositif à bout de souffle parfois et qu'il y a des situations inacceptables qu'il convient absolument de relayer et que les médias ont un rôle à jouer évidemment dans ces alertes, je crois qu'il est absolument fondamental aussi de pouvoir montrer une autre réalité. Montrer la réalité de ce qui ne fonctionne pas, c'est bien. Ne montrer que cette réalité, de mon point de vue très personnel, c'est fausser le débat et c'est vraiment le figer dans quelque chose de très stigmatisant qui n'aide pas finalement l'ASE. Stigmatisant pour les professionnels qui quand même dans leur immense majorité sont des professionnels formés, compétents, soucieux de la qualité des prises en charge, qui font face à des situations au quotidien de plus en plus complexes,
qui rentrent chez eux le soir certainement avec des questionnements et des doutes sur ce qu'ils vont affronter dans les jours à venir. Et se retrouver face à des reportages qui pointent du doigt leur pratique professionnelle, ça touche même au sens de votre métier, je dis vous finalement, parce que vous êtes là devant moi dans la salle. Et donc pour moi, c'est quelque chose d'assez inacceptable. Je trouve aussi que ce traitement médiatique, ce bashing de l'ASE, comme tu le disais Karine, est stigmatisant pour les enfants. Les enfants qui sont encore aujourd'hui accompagnés par l'ASE et qui doivent faire face du coup au regard des autres et à l'image que se fait la société et l'opinion publique de ce qui est aujourd'hui un accompagnement à l'ASE, à savoir un accompagnement dans la souffrance avec des abus, des violences et des prises en charge qui finalement ne sont pas adéquates. C'est pas évident non plus pour les anciens, comme moi, jeune adulte. D'ailleurs, on en avait parlé avec Karine, je ne voulais pas intervenir parce que je ne considérais pas que ma voix avait une réelle plus-value. À partir du moment où les choses se sont passées, se sont déroulées de manière plutôt satisfaisante avec le recul, je n'avais pas le sentiment que j'avais ma place dans les témoignages qui s'entendent aujourd'hui sur l'ASE. Et donc Karine m'a convaincue du contraire avec l'aide de Léo, donc merci à vous. Et puis stigmatisant aussi pour les familles, et c'est peut-être le plus grave finalement, parce que lorsqu'on s'engage dans un travail d'accompagnement des enfants, mais aussi des parents, et donc de l'accompagnement à la parentalité, travailler avec des familles qui développent un réel sentiment de défiance vis-à-vis de l'ASE, voire même de honte parfois, parce que c'est déjà pas simple en soi, mais parce qu'en plus les médias relaient une image négative de cet accompagnement, évidemment, je trouve ça très dommageable. Et pour terminer, pour finir de répondre à ta question Léo, j'ai la conviction personnelle, mais vraiment à titre très individuel, que les médias ont une vraie responsabilité, que c'est presque une question d'éthique médiatique lorsque l'on couvre médiatiquement une politique publique qui fait l'objet de négociations, de débats par nos élus eux-mêmes par les citoyens, qu'il faut pouvoir relayer des messages sur le fait que cette politique publique, donc l'ASE, est absolument nécessaire. Parce qu'en fait, dans les faits, moi j'ai le sentiment qu'à force de montrer seulement ce qui dysfonctionne et d'encourager des mesures à l'émotion, des mesures qui viennent éteindre les incendies au quotidien, ça nous empêche finalement de réfléchir à plus long terme, de poser un débat plus serein sur ce que doit être l'ASE dans 20 ans, dans 50 ans, un débat sur ce que doivent être les moyens à mettre en face pour atteindre cette vision. Et je trouve qu'à ce sujet, les médias ont un vrai rôle à jouer pour démontrer aussi, insister, souligner en quoi l'ASE sauve effectivement des vies. Merci Maëlle. Et heureusement qu'on a réussi à te convaincre parce que ton témoignage est vraiment, vraiment important, précieux. Il faudrait qu'il y en ait plus. J'espère qu'il y a des médias dans la salle, je crois. En tout cas, il y en avait hier. J'espère qu'ils sont restés. On en a un à la tribune, on va en reparler tout de suite, mais c'est vraiment important d'avoir cette vision des choses et de la faire connaître. On en reparlera tout à l'heure avec Christophe. Yes. Je crois que dans ce que vous dites tous les quatre, en fait, c'est au fond, qu'est-ce qui est le plus efficace pour faire changer la protection de l'enfance et aussi améliorer le sort des enfants confiés? Et c'est là où vous êtes globalement pas d'accord sur, en gros, comment est-ce qu'on peut avoir un discours plus équilibré ou pas? La question, je m'adresse aussi à toi, c'est est-ce qu'il faut ou pas avoir ce discours plus équilibré? Mais au fond, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour permettre justement qu'il y ait cet accès, ce que vous avez dit, à la complexité, vous êtes trois à l'avoir cité, comment est-ce qu'on peut procéder concrètement et est-ce qu'il faut y procéder aussi? Peut-être Maëlle d'abord. Je ne sais pas si j'ai une réponse totalement satisfaisante à cette question très compliquée. Ce qui est sûr, c'est que moi je suis convaincue qu'aujourd'hui les masses médias, aux côtés des médias plus spécialisés, doivent absolument effectivement commencer à traiter l'autre réalité de l'ASE et doivent donner la parole à cette majorité silencieuse dont je fais partie en fait, dont vous faites partie aussi. Donc cette majorité de professionnels consciencieux et compétents, cette majorité d'enfants sortis du système et qui ont un regard sur leur parcours positif, cette majorité de familles aussi qui peut-être sont satisfaites de l'accompagnement qu'elles ont eu après quelques années de décantation, de digestion et voilà, il faut du temps au temps aussi pour faire la paix. Et donc moi je plaide pour qu'on arrête en fait d'avoir systématiquement un traitement médiatique dans les foyers, parce que là ce n'est pas que les foyers. Je plaide pour qu'on arrête de montrer aussi des enfants
dans les foyers en détresse parce que leurs parents leur manquent et en pleurent. Ce n'est pas normal. Moi aussi, je pleure hein, quand j'ai regardé le reportage de France 2 ou France 3, je ne sais plus. J'étais en larmes quand j'ai vu ces 2 petits bouts de chou là dans leur lit parce que leur maman leur manquait. Évidemment, j'ai trouvé ça terrible, mais je ne vois pas ce que ça apporte au débat. Par contre, entendre le témoignage d'anciens de l'ASE qui ont fait la paix avec leur histoire, ça pourrait peut-être aussi être plus constructif. Alors je sais que c'est pas si simple parce qu'il n'y a pas forcément de moyens aujourd'hui mis pour suivre ces anciens sortis, on ne sait pas trop où ils sont. Après, on ne va pas non plus se cacher derrière notre petit doigt, trouver 3-4 témoignages plutôt constructifs et positifs, c'est pas non plus si compliqué, même si possiblement c'est moins spectaculaire, j'en conviens. Et d'ailleurs, il y a des associations d'anciens de l'ASE, comme l'association Repère à Paris, qui, parallèlement au travail de plaidoyer qu'ils font, sont aussi des associations rassembleuses, c'est-à-dire qui mettent en réseau des anciens de l'ASE et qui sont des super leviers pour aller piocher ces témoignages. Et enfin, peut-être un dernier message très rapide, moi je souhaiterais que les médias se penchent enfin sur les conditions de réussite des parcours de l'ASE pour leur donner plus de poids et amener nos décideurs à s'y pencher vraiment. Tu disais, Lies, tout à l'heure, effectivement, on a été auditionnés à l'Assemblée nationale, on était plusieurs, mais on était notamment tous les deux. LCP a fait une émission sur la mission d'information de l'ASE à l'issue de cette mission. Il y a une émission la semaine dernière, je l'ai regardée. Je n'ai vu que des extraits des témoignages les plus douloureux. Tu es intervenue aussi en direct, mais c'était super. J'ai vu Perrine Goulet, donc la députée qui a porté cette mission, se débattre en disant non mais il y a eu aussi des témoignages sur les parcours de réussite avec donc des idées qui sont ressorties, qu'on souhaiterait nous généraliser. Elle l'a dit au début, elle l'a dit à la fin, ça a été totalement inaudible. Totalement inaudible. J'ai regardé cette émission, j'étais vraiment très perplexe. Et je me suis demandé pourquoi j'avais fait ce travail d'intervention à l'ASE. Alors après, je sais que dans le rapport de la mission de l'ASE, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui font écho et qui sont assez fidèles même aux témoignages positifs qu'il y a pu avoir lors des auditions. Mais même si LCP ne fait pas cet effort, moi, personnellement, qui va le faire finalement? Et aujourd'hui, on est dans des assises où on parle de repères. Quels sont les meilleurs repères pour des professionnels, pour des familles et pour des décideurs que les conditions de réussite de parcours d'enfants protégés? Voilà, je laisse la question en suspens. Juste un mot pour rebondir avant de passer la parole à Laurent. Quand même, c'est assez désespérant ce que disait tout à l'heure Maëlle sur LCP. Enfin, l'exemple que tu nous décrivais tout à l'heure, quand même, est très inquiétant. C'est-à-dire que là, bon, c'est complémentaire dans les interventions, mais le challenge, il reste énorme parce que c'est atterrant. Alors juste, c'est vrai que par contre, autour de la table à l'Assemblée nationale, il y avait beaucoup plus de témoignages durs et douloureux que de témoignages de réussite. Mais ça rejoint ce que tu disais aussi, Lies, tout à l'heure. À partir du moment où on s'en est sorti, on n'a pas forcément non plus envie d'aller témoigner. Donc de fait, on est minoritaire dans les voix qu'on entend. Et si en plus cette minorité, on ne la met pas sur le devant de la scène à un moment donné, on ne lui donne pas plus de poids, ben, ça devient très frustrant.